C'est un plaisir de vous retrouver pour ce grand format de l'actualité. Bonsoir à tous, les titres du journal. Au sommaire, le président du Conseil constitutionnel serait-il juge et partie? À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, les élites de son département d'origine ont tenu leur assemblée générale à l'issue de laquelle elles ont appelé Paul Biya à briguer un 7e mandat à la tête du Cameroun. Membre du comité des sages de cette association qui se déclare pourtant politique, la seule présence de Clément Atangana est au cœur d'une vive controverse sur l'espace politique. Que disent les textes qui encadrent cette institution républicaine? C'est le dossier du 20h. À suivre également dans ce journal des plaintes des organisations de défense des droits des consommateurs. Ces associations contestent l'harmonisation des tarifs de lumière entrée en vigueur le 1er novembre dernier. Elles dénoncent une sorte d'arnaque derrière l'utilisation des compteurs prépayés. Un sitting est prévu dans les tout prochains jours pour faire entendre leur voix. C'est tout pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. En ouverture de ce journal, pas de fouilles ce jour sur le site de la catastrophe à la falaise de Tchang. Les équipes de recherche ont été butées par le manque de logistique appropriée. Toutefois, la demande d'un bulldozer a abouti. La recherche devrait reprendre demain. Et demain, justement, le recteur de l'université de Tchang annonce la mise sur pied d'une équipe pluridisciplinaire qui va travailler pour proposer des solutions afin d'éviter une telle catastrophe à l'avenir. Le point de la journée avec Robert Kenyé et Vivien Tonfac. Les familles qui attendent toujours les dépouilles de leurs proches portés disparus après le double éboulement de terrain survenu ici sur la falaise de Tchang doivent encore prendre leur mal en patience. Les fouilles en ce 7e jour de recherche ont été complexifiées par les fortes pluies tombées dans la localité la veille. Les équipes de recherche arrivées très tôt le matin se sont attelées à trouver un passage qui leur permettra d'atteindre les bas-fonds où se trouvent actuellement plusieurs engins, où se trouveraient éventuellement des dépouilles des personnes qui sont jusque-là portées disparues. Nous venons ensemble avec les équipes techniques faire une reconnaissance et qui nous a permis de retrouver enfin un endroit où dès demain nous allons créer une voie de contournement pour y accéder là où les deux engins sont dans le sol. D'après le commandant de la 502e compagnie d'incendie de Bafoussam qui coordonne les opérations de recherche, la logistique jusque-là à leur disposition sera renforcée dès demain avec l'arrivée d'un nouvel engin. Nous avons demandé d'autres moyens. Nous venons d'avoir ces moyens avec l'appui des autorités. Il fallait un bulldozer qui va créer le passage pour les pelles excavatrices. Le passage qui sera créé sera dans un premier temps uniquement réservé aux engins qui iront au fond des ravins afin de sortir d'autres engins qui ont été propulsés après ce double éboulement de terrain. Ce n'est pas un passage qui sert à la traversée des usagers. Pour le moment, aucun usager ne peut passer sur cette zone rouge. La voie d'accès qui sera créée demain est uniquement sur la route qui va sur Sangchou, qui accède là où se trouvent les deux engins qui sont accidentés. Également là-bas, nous pourrons trouver d'autres victimes. Une équipe d'experts de l'université de Tchang était également sur le terrain sous la coordination du recteur, le professeur Roger Tsafagnan Fosso. Il faut qu'une équipe descende sur le terrain, qu'il évalue l'épaisseur du massif de manteau d'altération et propose soit dégager le matériau déposé pour libérer la route ou bien exploser toute la colline pour dégager tout l'environnement et continuer à suivre. Parce que ce qui est su par rapport à tout ce qui est passé, la route n'a aucun problème. Il n'y a aucune difficulté sur la chaussée. Donc si on résout le problème de le manteau d'altération qui est en place, on va reprendre la circulation aussi facilement que ce soit. Le patron de l'université de Tchang a annoncé la mise sur pied d'une équipe pluridisciplinaire qui va travailler à proposer des solutions aux catastrophes enregistrées ici sur la falaise de Tchang. Les collègues sont à pied d'œuvre. Ils ont commencé un certain nombre de travaux, des prélèvements. L'université, depuis la semaine dernière, est en train de mettre en place une task force transversale avec des compétences liant donc nos établissements concernés. Je pense à la faculté des sciences, à la faculté des lettres, à la faculté d'agronomie. Nous avons des experts en foresterie, les sciences de la terre, etc. À la faculté de médecine, bien sûr, qui peuvent nous aider, parce qu'on aura besoin ici de la médecine légale. Donc on a besoin de toute cette expertise que nous avons à l'université.
En attendant la reprise des recherches dès demain, le bilan affiche pour l'heure 12 morts et au moins 11 personnes englouties. Il s'agit des personnes dont la disparition a été signalée par des familles auprès des autorités. Depuis le site de la catastrophe de la falaise de Tchang, nous sommes Robert Kenyé et Vivien Tonfac pour Equinox Télévision. Au commencement de l'affaire Clément Atangana, un article paru dans le journal Cameroun Tribune du mercredi 30 octobre 2024. Le papier en question fait le compte rendu de l'Assemblée générale des élites du département du Nioro-Eso réunis en association pour le développement économique et social. En guise d'illustration, une photo où apparaît Clément Atangana à la table du comité des sages. Kemazu Matilda Osumba et Gladys Sidier reviennent avec plus de détails de cet article dans ce reportage. Commencement était ce numéro de Cameroun Tribune. Journal numéro 13220, barre 94-19, du mercredi 30 octobre 2024. Des élites engagées, c'est le titre de l'article. Photo d'illustration à l'appui. Elle présente les élites en question. Parmi elles, deux visages bien connus, le DGSN et le président du Conseil constitutionnel, côte à côte. Dans son article, le reporter indique que le 27 octobre dernier, élites et forces vives du département du Nioro-Eso se sont retrouvées dans la ville de Balmayo. C'était pour prendre part à l'Assemblée générale de l'Association départementale pour le développement économique, social et culturel, ADINSO. Au cours de ces assises, les fils et filles de ce département ont été appelés à rejoindre le mouvement, fait savoir le reporter, avant de préciser que les travaux se sont achevés par la lecture d'une motion de soutien, de fidélité et d'engagement derrière le président de la République, Paul Biya. Dans cette correspondance lue par le professeur André Ebalé Ongwa, les élites et forces vives du Nioro-Eso demandent au chef de l'État de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025, le rassurant de leur soutien indéfectible et inconditionnel. Ceci en raison de l'ensemble de son œuvre, tant pour le pays entier que pour leur département. Le reporter conclut son article en précisant que ces assises auxquelles ont pris part les fils des 6 arrondissements du département se sont tenues en présence du préfet Albert Ledou Ngama. Un article disponible à la 21e page du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune du 30 octobre 2024. Vous vous demandez ce qui pose véritablement problème dans cet article? Eh bien, Clément Atangana a pris part à une réunion d'élite de son département d'origine, appelant à la candidature de Paul Biya en 2025. C'est un scandale pour celui qui est censé arbitrer le jeu électoral et notamment lors de la présidentielle, en sa qualité de président du Conseil constitutionnel. 2 semaines après la réunion controversée, le sujet prend une tournure judiciaire. Explication avec Jérès Yopa et Donald Briskamgang. Dans son édition du 30 octobre dernier, Cameroun Tribune rend compte d'une assemblée générale, celle de l'Association pour le développement du Nioro-Eso. L'ADINSO s'est réunie le 27 octobre dernier en Balmayo pour discuter des actions de développement du département, mais également le renouvellement des organes dirigeants. Les membres de l'association concluent la rencontre par un appel en direction du président de la République, d'après Cameroun Tribune. Les travaux se sont achevés par la lecture d'une motion de soutien, de fidélité et d'engagement derrière le président de la République, Paul Biya. Les élites et forces vives du Nioro-Eso demandent au chef de l'État de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. Les auteurs de la motion rassurent Paul Biya de leur soutien indéfectible et inconditionnel d'après les termes du journal, qui ajoute que l'association loue l'œuvre du chef de l'État pour le pays et le Nioro-Eso. Scandale, la réunion a connu la participation de Clément Atangana. Visible sur la photo d'illustration de l'article, le président du Conseil constitutionnel, lié par son obligation de désengagement politique, viole des dispositions du statut des membres du Conseil. Juge de la régularité du jeu électoral et notamment de la présidentielle, les membres du Conseil constitutionnel sont tenus d'éviter toute action pouvant compromettre leur indépendance et la dignité de leur fonction. L'affaire est portée en justice par l'opposition. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun vient de saisir d'une plainte le tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif. Le MRC demande au juge
de décharger le président du Conseil constitutionnel de ses fonctions, Clément Atangana, lui, soutient qu'il s'est retiré avant la lecture de la motion de soutien à Paul Biya. Une position reprise dans un communiqué par l'Association pour le développement d'Union ESSO, dont le président du Conseil constitutionnel est membre du comité des sages. Et des acteurs politiques et de la société civile critiquent vivement la crédibilité du Conseil constitutionnel du Cameroun. Selon eux, l'institution censée garantir l'équité des processus électoraux voit désormais la confiance en elle écornée. Il s'exprime dans ce reportage signé Carlos Minoué et Pierre Laverdiou-Mbang. Dans cette interview accordée à Equinox Télévision, Cyril Sambaka, acteur politique, critique vivement la crédibilité du Conseil constitutionnel du Cameroun. On doit les dénoncer, on doit les décrier. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui, n'est-ce pas, occupe des hautes fonctions, qui doit manifester sa neutralité et qui, de but en blanc, n'est-ce pas, montre qu'il est du parti au pouvoir. Dans la même veine, Hilaire Zipan, du mouvement progressiste, pense que... En tant qu'un homme suffisamment avéré, un magistrat de haut grade, il ne lui a pas échappé que cet acte-là aura certainement des conséquences. Il dénonce ainsi une situation où l'élite, au lieu de jouer leur rôle de garante des principes démocratiques, deviennent des instruments du maintien au pouvoir du président Biya, parfois au détriment des droits du peuple camerounais. Les élites, il n'y a pas que les élites dans le RDPC. Le RDPC a ses élites. Mais les élites du Cameroun, ce sont des gens qui doivent être acceptés par les populations. Or, eux, ils sont nommés par décret. C'est l'absence de la construction d'une nation qui fait en ce que l'État emporte sur les individus. Et c'est regrettable, c'est inadmissible, mais il faut que nous puissions remédier à cela avec une constitution qui encadre cette responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Qu'on laisse faire, qu'on laisse dire qu'on ne peut rien faire avec des élections au Cameroun, il faut aller au chaos. C'est comme si c'est le message qu'on veut nous renvoyer. Que arrêtez d'inciter les gens à aller à l'élection, rien ne peut changer par les élections parce que nous, on est tout acquis, n'est-ce pas, pour une personne ou pour un parti politique. Pour ces acteurs politiques et de la société civile, pour la population, elle est désormais invitée à prendre conscience de son pouvoir et de ses droits, notamment en ce qui concerne le processus électoral. Il déplore cependant le manque de vigilance du peuple qui, selon eux, se laisse manipuler par les partis politiques et leurs pratiques douteuses, au lieu d'exiger un véritable changement qui concerne le processus électoral. Dans le reste de l'actualité, affaire Martinez-Zogo. Le tribunal militaire requalifie les infractions de certains accusés. La complicité d'assassinat est notamment ajoutée au chef d'accusation porté contre le lieutenant-colonel Justin Danwé et les membres du présumé 2e commando. Le tribunal a par ailleurs rejeté les 17 exceptions formulées par les parties au procès. Les avocats de la défense entendent faire appel de ces décisions. Quant au rendu d'Élisée Bogba et Ben Christy Moudio. Au tribunal militaire de Yaoundé, l'affaire Martinez-Zogo prend une nouvelle tournure. La collégialité a décidé de requalifier les infractions. Au dossier du lieutenant-colonel Justin Danwé, du présumé 2e commando, composé des accusés Tongenana Stéphane, Daouda, Lamfo Johnson Gam, est ajoutée la coaction d'assassinat, alors que les 2 agents de la Direction générale de la recherche extérieure des GRE, Sawang Yves et Eudigui Sej, étaient poursuivis pour complicité de torture uniquement. Ces derniers le sont désormais également pour complicité d'arrestation et de séquestration. Des infractions ajoutées aussi au dossier de l'opérateur économique Étienne Jacques Ngwele, accusé d'avoir loué un véhicule au lieutenant-colonel Justin Danwé. Pour le tribunal militaire, cette requalification des infractions résulte d'erreurs matérielles contenues dans l'ordonnance de renvoi. Cette décision est toutefois condamnée par les autres parties au procès. Rectifier une ordonnance de renvoi à l'orée d'une procédure alors que aucune des parties n'a saisi le tribunal pour une quelconque rectification, nous ne sommes pas encore dans les débats. Je me demande bien pourquoi
cette démarche. Au cours de l'audience de ce lundi, le tribunal militaire a par ailleurs rejeté les 17 exceptions formulées par les parties au procès au cours de la 9e audience, notamment la nullité des actes de l'enquête préliminaire, la demande de reconstitution des faits, la requête aux fins de production du dossier d'instruction. Nous avons utilisé, n'est-ce pas, les moyens que nous avons utilisés l'enquête préliminaire pour avoir accès aux procès-verbaux. Et le tribunal vient nous dire aujourd'hui, ah, maître, attendez, c'est prématuré, on va discuter ça plus tard. On va dire que c'est maintenant, il a refusé de répondre aux exceptions que nous avons soulevées en disant que c'est prématuré. Ces décisions du tribunal ouvrent la voie à une procédure en appel, alors que la prochaine audience aura lieu le 2 décembre prochain. Un taximan gardé à vue dans les locaux du commissariat numéro 1 à Yaoundé. Ce dernier, qu'on croyait mort ou enlevé, avait simplement simulé sa disparition. Le préfet du Mfundi a saisi l'opportunité de son arrestation pour battre en brèche le bilan alarmant d'une trentaine de taximens tués à Yaoundé ces derniers mois et mettre en garde les propagateurs de fausses nouvelles. Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop. Donné pour mort, c'est au commissariat central numéro 1 de Yaoundé qu'il dément ce qui s'est avéré être un fake news. C'est bel et bien moi, M. Nombia Ouziare Edwin, et que je n'ai jamais été enlevé ou tué. Je suis sorti de la maison pour aller travailler et j'ai prolongé le travail. Je suis allé rester chez un ami pour essayer de faire un peu de vide dans la tête et préparer la nouvelle année. Quelques temps plus tard, je me suis rendu compte que par les coups de fil qu'on a posté sur les réseaux, que j'ai été enlevé et qu'il y a les rançons et autres tours. Son non-silence a semé le trouble, non seulement au sein de sa famille, mais également au sein de l'opinion, rajoutant à la psychose née de l'assassinat des conducteurs de taxi. À ce sujet, le commissaire central numéro 1 est formel. Seuls 2 cas ont été notifiés jusqu'ici, notamment à Nomayos et récemment du côté de Nkozwa, 2 localités qui n'appartiennent pas au département du Fundi. There are people that are walking in the dark to, I don't know what is the goal. They are giving false or fake news. Des propos corroborés par le préfet du Fundi, pour qui des personnes malveillantes, au dessein inavoué, s'amusent à propager de fake news à longueur de journée sur de supposés assassinats des taximens. Il est donc inadmissible que les cas de suicide, les cas de mort naturelle, d'enlèvement simulé, qu'on véhicule ça comme des morts de taxi ou quoi que ce soit. Il n'y a pas une chasse aux taximans. Donc j'apporte un démenti formel. On n'a jamais tué 40 taximans à Yaoundé, comme je le dis. L'autorité administrative met en garde ceux qui vont persévérer dans la voie de la manipulation et de la désinformation. Ils seront traduits devant la justice. Et c'est pour cette raison que ce taximan enlevé fictivement a été gardé à vue. C'est depuis 2 à 3 mois qu'il y a une guerre de chiffres entre les syndicats des transports par taxi et les autorités administratives et forces de maintien de l'ordre. Pour ces dernières, le bilan macabre avancé est très loin de la réalité. Entrée en vigueur depuis le 1er novembre dernier, l'harmonisation des tarifs de lumière au Cameroun, fortement contestée par les organisations de défense des droits des consommateurs. Silaxel et Eneo mettent en avant l'équité, la transparence et la simplicité dans cette tarification. Ces organisations disent leur exaspération face à ce qu'ils considèrent comme une arnaque voilée derrière l'utilisation des compteurs prépayés. Elles projettent de faire un sitting les tout prochains jours dans la ville de Douala pour faire entendre leur voix. Josan Gok et Kevin Thiogo. Plus d'une semaine après l'harmonisation des tarifs du kilowatt-heure au Cameroun, les organisations des consommateurs ne démordent pas et continuent de dénoncer une politique énergétique inéquitable imposée aux ménages par l'Agence de régulation du secteur de l'électricité ACEL et le concessionnaire exclusif du service de distribution d'électricité au Cameroun, Eneo. Et de 50 francs CFA le kilowatt à 79 francs CFA. Et des ménages aux revenus précaires. Nous contestons cette optimisation cynique et inique des recettes d'Eneo qui veut uniquement faire des recettes au détriment du pouvoir d'achat des pauvres consommateurs. Mais on ne peut pas harmoniser déjà les tarifs qui sont contestables dans les compteurs qui sont contestés et on parle d'harmonisation. Non, donc nous dénonçons donc cela. Bien que pays producteur, le Cameroun est, selon les experts en question énergétique, l'un des pays d'Afrique où le coût du kilowatt reste le plus élevé. Il est démontré, n'est-ce pas, par les études faites par la Banque mondiale que
le prix du kilowatt moyen au Cameroun coûte cher par rapport à la moyenne africaine qui est de 70 francs CFA. Et au Cameroun, la moyenne dépasse les 80 francs CFA. Il y a encore un très grand gap entre le coût de production et le coût de vente. Il faut réduire ces écarts pour que les bénéfices, ce n'est pas des philanthropes bien sûr, mais que les bénéfices que ces entreprises-là font soient quand même raisonnables. Ces organisations projettent d'ailleurs de faire un sitting de protestation contre l'harmonisation à la hausse des tarifs d'électricité dans les prochains jours à l'esplanade de l'agence Eneo à Koumassi, dans la ville de Douala. Sitting de protestation le 14 novembre pour faire entendre le courroux des populations. On ne peut plus continuer à payer pour l'obscurité, à payer pour les délestages, à payer pour la baisse de tension. À Assel, il est indiqué que l'uniformisation vise, en plus de corriger des écarts tarifaires identifiés, à renforcer l'équité, simplifier le système de facturation et mieux répondre aux besoins des consommateurs, aussi bien pour les compteurs prépayés que post-payés. En éducation, les enseignants demandent une décentralisation des services chargés de recevoir ceux considérés comme démissionnaires par le ministère des enseignements secondaires. Ils réagissent ainsi après le communiqué du ministère qui invite les enseignants supposés déserteurs à se rendre dans un délai de 14 jours à la porte 507 du dit ministère à Yaoundé sous peine de sanctions. Jérès Diopar et Julien Guignondé. 1509 enseignants déserteurs sommés de se présenter dans un délai de 14 jours à la porte 507 bis du ministère des enseignements secondaires. Le communiqué radio rendu public le 4 novembre dernier ne cesse de susciter des réactions au sein du corps enseignant. Tchéchenjoya Dalatou, en service au lycée bilingue de Koutaba, se dit surpris de voir son nom figurer sur la liste. Dans cette liste, on y retrouve des noms des personnes qui ne sont pas du tout absents de leur poste de service, mais qui sont plutôt présents. C'est mon cas, par exemple. J'étais surpris de voir que mon nom figure dans la liste des enseignants absents de leur poste de travail. Je vais respecter les instructions de Madame le ministre. J'ai rassemblé déjà des éléments de preuve qui démontrent que je suis effectivement présent à mon poste et je suis d'ailleurs en route pour Yaoundé. Alors, ce que nous souhaitons auprès de Madame la ministre, les enseignants convoqués et dans la nécessité de justifier leur présence effective au poste, soient capables de faire ce travail auprès des autorités régionales. La problématique de décentralisation des espaces désignés pour accueillir les enseignants munis de leurs justificatifs se pose donc avec acuité. Nous avons dénoncé le fait que des enseignants soient amenés à quitter leur poste de travail pour se rendre à Yaoundé. C'est un problème déjà. Dans un pays où 5 régions sur 10 sont en insécurité, voilà des gens qui sont en plein trimestre, on leur demande de perdre 4 ou 5 jours ou bien toute une semaine pour se mettre à voyager sur Yaoundé. Vous imaginez un enseignant qui part de Kolofata pour Yaoundé, combien de temps il va mettre? À ce niveau-là, il y a un problème même de décentralisation qui se pose. Les enseignants dont les noms ont été mentionnés sur la liste ont jusqu'au 18 novembre 2024 pour répondre présent à leur convocation. Passé ce délai, des sanctions disciplinaires sont prévues à l'encontre de ceux qui brilleront par leur absence. Restons en éducation où le téléphone portable comme outil incontournable de la digitalisation des enseignements au Cameroun. Depuis la survenue du Covid-19 en 2020, les cours à distance se sont intégrés dans le système éducatif. Problème, tous les élèves n'ont pas accès à un smartphone. En plus des cours pour la connexion Internet, certains parents y voient en ce processus une forme de paresse pour les enseignants, mais aussi l'usage inapproprié du téléphone par les enfants. C'est un reportage signé Dallas Chana et Hubert Michel Kamini. Lorsque la pandémie à Covid-19 a frappé en 2020, les établissements scolaires ont été contraints de fermer leurs portes pour limiter la progression du virus. Dans ce contexte, le recours à l'enseignement à distance est devenu une nécessité absolue. C'est une démarche globale qui est entreprise depuis quelques années au ministère. Nous avons pris beaucoup de dispositions pour que, même quand les cours étaient interrompus, même quand les heures de cours étaient réduites, que les élèves puissent accéder à des connaissances par numérique, par leur téléphone, par
enseignements différés comme cela. Aujourd'hui, même après le retour à la normalité, la digitalisation reste une composante essentielle du système éducatif. Les établissements scolaires, tant au niveau primaire que secondaire, ont progressivement intégré l'outil informatique dans leur quotidien. L'enseignement à distance n'a pas cessé. Il faut dire qu'on a des groupes WhatsApp par classe. Ça permet aux parents d'être en communication au jour le jour avec les enseignants. Surtout dans les petites classes, c'est parfois très important. En général, le devoir fait partie de l'information qu'on diffuse sur WhatsApp. Dans ce contexte, un smartphone est devenu indispensable et peut désormais occuper la place d'un matériel didactique, tout comme un livre. Pour le moment, les enfants utilisent leur téléphone à la maison. Donc le travail qu'on leur donne, un enfant peut avoir son smartphone à la maison, il retrouve le travail là-bas et il le fait là-bas. L'une des difficultés pour la mise en œuvre de la digitalisation des enseignements réside dans le fait que les enfants n'ont pas tous accès à un smartphone. Et certains parents dénoncent l'utilisation inappropriée de ces appareils. J'ai demandé à mon père, puis il demandait que pourquoi c'est chaque temps qu'on vient tout demander les devoirs à la maison. C'est que les enfants ne trappent dans les cahiers. Oh, on me prend mon téléphone, on dort la nuit dans mon téléphone. Bien que le Cameroun ait entrepris des efforts pour intégrer les technologies de l'information et de la communication dans son système éducatif, le pays reste confronté à des défis majeurs. Les infrastructures de connectivité insuffisantes, notamment dans les zones rurales, et l'accès limité à Internet. À l'étranger, à 48 heures de la tenue de la 81e session de la Commission des Nations Unies contre la torture, face au rapport soumis par le Cameroun, il y aura les arguments de la société civile camerounaise, notamment le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme, soutenu par l'Organisation mondiale contre la torture. Ils ont recensé de nombreux cas de torture au Cameroun. Les précisions de nos envoyés spéciaux à Genève, Joël Essengé et Gizogo. Voici derrière moi le Palais des Nations Unies à Genève où se tiendra la 81e session du Comité des Nations Unies contre la torture. Et à cette occasion justement, l'examen du Cameroun se déroulera sur cette question-là. Et il faut dire que concrètement, l'État du Cameroun soumet son rapport, mais également la société civile, mais surtout aussi la dite société civile qui est appuyée par l'Organisation mondiale contre la torture, l'OMCT, qui apporte aussi son regard sur la question de la torture au Cameroun. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est que l'OMCT et la société civile ont documenté de nombreux cas de torture, le plus emblématique d'entre eux étant naturellement l'affaire Martinez-Zogo, qui est en cours de jugement en ce moment au Cameroun. On sait que l'OMCT et la société civile camerounaise ont pu relever des éléments qui leur permettent d'affirmer que deux systèmes coexistent aujourd'hui au Cameroun. Un système, pour ainsi dire, légal, avec des institutions qui doivent évoluer dans la norme, mais à côté de ces institutions-là, des pratiques aussi qui sortent des normes, notamment la pratique de la torture qui semble se généraliser au Cameroun. Il s'agit donc de présenter cette situation, mais surtout d'appeler à une réflexion profonde et de faire des recommandations au Cameroun pour qu'il puisse agir concrètement, notamment en ratifiant le protocole facultatif de la Convention des Nations Unies contre la torture, qui met en place un mécanisme national de prévention de la torture. Ainsi, la société civile camerounaise, notamment le réseau camerounais des organisations des droits humains, entend peser sur cette question pour qu'enfin la torture soit oubliée, pour qu'enfin les actes ignobles comme ceux qu'on a vécu avec l'affaire Martinez-Zogo, celle de Longuet où l'artiste Willy de Paris soit envoyé aux oubliettes définitivement. Ici, à Genève, en face du Palais des Nations Unies, pour Equinox Télévision, Joël Essengé, Gizogo. Et voilà l'essentiel de l'actualité de ce 11 novembre 2024. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Equinox Soir, deuxième partie avec Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal. Bonsoir Serge. Bonsoir Yurin Gonomala. 7e jour après le double glissement de terrain survenu au niveau de la falaise de Tcham, mais curieusement, pas de fouille aujourd'hui.
Justement, c'est Jalin. Jusqu'ici, le bilan fait état de 12 morts et la recherche devrait se poursuivre aujourd'hui. Mais les équipes des sapeurs-pompiers ont été butées par le manque de logistique appropriée. Ils ont fait appel à un bulldozer qui sera disponible seulement demain. Et demain, justement, le recteur de l'université de Tchang annonce la mise sur pied d'une équipe pluridisciplinaire qui va travailler pour proposer des solutions afin d'éviter une telle catastrophe à l'avenir. C'est Jada. Voilà, c'est donc l'essentiel qui en soit deuxième partie. Bonne soirée à vous. Uringo Domala. Bonne soirée, c'est Jada. Rendez-vous demain, 20h. La suite, c'est en plateau en compagnie de nos invités. Raphaël Ndougo, docteur Patrick Rifoué, maître Cheikh Ali Al-Assad et maître Augustin Gueffa. Maître Augustin Gueffa, vraiment, cette catastrophe, on dit 7e jour, pas de fouille, t'inquiète, 12 corps déjà extirpés de terre. Comment comprendre cet arrêt? C'est Jalin, nous sommes sans voix pour cette catastrophe qui se passe du côté de Sanchou. Nous nous demandons quelle est encore cette autre philosophie politique que l'État RDPC nous enseigne. Déjà cette université, au jour de l'événement, à date, cette université regroupe dans son sein des spécialistes, des géographes qualifiés, qui auraient pu être vite constitués pour résoudre beaucoup de choses. 7 jours après, c'est où on songe à mettre en place une commission par cette université. On dira mieux vaut tard que jamais. Bon, pour faire quoi? C'est la logique du fonctionnement de la République. Ça ne concerne que les autres. Ceux qui se comportent ainsi, c'est parce qu'ils n'ont perdu aucun membre de leur famille. Ils ne sont pas intéressés. Ça n'arrive qu'aux autres. Nous disons que le deuil, ça affecte toute une république. Ça affecte tout le monde. Celui qui se plaît à voir les gens souffrir, je crois qu'il ne mourra pas. C'est tout ce que je peux dire là-dessus, ces gens-là. Voilà, Raphaël Ndougo, ça affecte toute une république. 12 corps déjà extirpés jusque-là. Et au 7e jour, on dit qu'il n'y a pas eu de fouille. C'est quoi? On a cédé au découragement, c'est quoi, selon vous? Disons qu'on essaiera d'écraser une larme pour nos compatriotes qui s'en sont enserrés là-bas. Bien qu'il y ait déjà enlevé 12 et que certainement d'autres y sont encore. En réalité, ce que nous devons tirer comme leçon, parce que si c'est les catastrophes, si c'est les événements, on en voit pratiquement chaque fois. Je crois le dernier ou avant-dernier cas du côté de l'extrême nord, il y a même ceux-là qui sont morts sur la rassemblement la dernière fois également. C'est parfois des causes soit naturelles, soit humaines. Et donc, il y a vendredi dernier également sur entre Pouma et Idéa. Voilà, où on a perdu également tout un soldat, enfin la femme d'un soldat. Commissaire. Et donc, ce que nous devons faire, c'est de prendre des dispositions pour éviter ça. Parce que tout à l'heure, quand vous avez introduit parler de l'université de Tchang, et je me souviens de cette dame qui est tombée dernièrement alors qu'elle célébrait son mariage, si vous voulez. Elle était dans l'ambiance de son mariage. C'est à partir de là qu'on a monté des petites vidéos montrant comment on peut faire les premiers secours et tout. Et cela peut aller plus loin pour dire qu'on doit former dans toutes nos régions, dans tous nos départements des sapeurs-pompiers, des secouristes et tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on trouve un moyen de le faire parce que par moment quand les secours partent d'un endroit, peut-être le temps que ça prend et tout, il n'y a peut-être pas de matériel, peut-être il n'y a pas suffisamment... Mais est-ce que pour le cas de la falaise, c'est pas particulier? Il y a un premier glissement qui a lieu à 10h30, les engins sont mobilisés, la mairie de Tchang ainsi que la délégation des travaux publics, les engins sont à pied d'œuvre, 4 heures de temps après, c'est-à-dire 14h30, survient le deuxième glissement. Il y a quand même une mobilisation qui a été mise en place pour... Oui, c'est ça que je dis. C'est peut-être qu'il fallait encore d'autres possibilités. J'ai entendu les gens parler des chiens, des fleurs, des choses comme ça. Donc je dis que quand cela nous arrive, on doit pouvoir nous mettre ensemble pour dire comment faire pour éviter ça. J'ai entendu dire également qu'on peut planter des arbres qui
soutiennent les terres, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est maintenant... C'est l'eucalyptus, non, Matungefa? Non, l'eucalyptus, c'est pour le marécage. Le marécage. Et donc les montagnes, là, je pense, c'est peut-être d'autres arbres. Oui, l'eucalyptus aussi. L'eucalyptus aussi, oui. Si, par exemple, ça peut faire des racines. Donc, ce qui veut dire qu'il faut, maintenant qu'on est dans les solutions, oui, il faut absolument retrouver ceux qui sont ensevelis là-bas, mais qu'est-ce que nous devons faire? Et là, ça me dérange parce que j'ai vu une sortie d'un ministre du côté de l'extrême nord, après les eaux là-bas, qui se plaignait que l'argent arrivait, l'argent est rentré à Yaoundé. Des choses comme ça, ça ne nous honore pas. Il faut absolument qu'on évite ce genre de choses. C'est-à-dire que l'argent fait il s'est délégué aux finances. Oui. Il se plaignait que l'argent qui a été affecté, envoyé là-bas pour, c'est pas moi, soutenir les sinistrés. Oui. Donc, il ne faut pas qu'on se retrouve toujours dans ce genre de choses parce que c'est notre pays qui prend un coup. C'est le président de la République sur qui on peut tirer, c'est ci ou ça. Donc, à un moment donné, il faut bien que ceux qui sont mieux là essayent de prendre l'exposition. J'insiste sur la formation des sapeurs-pompiers partout et la création des unités. J'ai vu une vidéo, je ne sais pas si elle est vraie, du côté de Damas, où il y avait incendie, un seul camion qui arrivait là, et puis on nous montrait comment le camion faisait marche arrière, comme quoi l'eau était finie. Il y a des jeunes camions qui peuvent faire carrière dans les armées. C'est-à-dire qu'au moins, même si on ne limite pas l'âge, qu'on décide qu'on forme. Et puis maintenant, si il y a ces chiens dont on parle, puisqu'on sait que si on a un mâle et une femelle, ils peuvent s'accoupler et nous faire d'autres chiens et pour pouvoir les faire pour détecter les... C'est toute une formation. Hein. Oui, mais donc ceux qui sont déjà formés et les mêmes chiens vont former les autres chiens pour pouvoir reconnaître qu'ici il y a... Vous vous souvenez, je finis par là, ici à Mobile Guinness. Il semble qu'on a vu ce problème ici même à Douala, où des sinistrés étaient peut-être encore en vie qui conversaient des choses comme ça. Donc je cite tout cela pour indiquer que quand ça nous arrive, ne dormons pas. Il faut bien qu'on se réveille pour voir dans quelle mesure on peut dire plus jamais ça. Parce que quand un Camerounais meurt, vraiment, si ça avait été moi, donc ça fait mal à tout le monde. Voilà, docteur Patrick Rifoué, les événements de Sanchou, ça n'est pas, soit Sanchou, soit Tian, ça fait beaucoup de débat également sur les secours, c'est-à-dire tout ce qui a été entrepris depuis la survenance du deuxième glissement de terrain. Il y a beaucoup de choses ont été dites, surtout par rapport à ces vies-là. Certains pensent qu'on pouvait, il y a des vies qu'on pouvait encore sauver. Au regard déjà du matériel qui était utilisé, ça faisait déjà problème. Des pioches, des peines qui pouvaient, on a vu certains mettre en danger la vie de ceux-là qu'on pouvait encore sauver. Et aujourd'hui, au 7e jour, pas de fruits. Comment on comprend? Écoutez, ça, l'espoir est perdu, on n'a plus espoir. C'est une situation dramatique et j'ai une pensée pour les familles qui ont perdu des membres dans ce drame. Je parle de ceux qui sont officiellement considérés comme décédés. J'ai une pensée pour les familles qui enregistrent des disparus et qui attendent de connaître leur sort. Et c'est pour ces familles-là que la question de la fouille est importante, parce que tant qu'on n'a pas le corps, le statut de disparu n'a rien à voir avec celui de décédé, y compris sur le plan juridique, parce que les implications ne sont pas les mêmes. Maintenant, est-ce que le gouvernement aurait pu mieux faire? Vous avez indiqué tout à l'heure que lorsqu'il y a eu le premier éboulement, les moyens ont été immédiatement mobilisés pour essayer de déblayer la route. Délégation régionale de transport et qu'est-ce qui s'est passé 4h30 plus tard, vous avez un second éboulement. La première chose qu'il faut savoir, c'est que supposer une seule seconde que les administrations n'aient pas mobilisé dans l'heure qui suivait du matériel, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Parce que ce n'est pas justement à cause de cette mobilisation-là qu'on a un bilan plus lourd. Donc, il faut faire attention à ce dont le travail consiste à critiquer en permanence. Parce qu'on aurait pu mieux faire. Ça concerne ceux qui n'ont pas les mains dans le camion. Et je le dis pourquoi? Parce que
En matière de mouvement de terrain, ce qu'on vous enseigne, c'est qu'en règle générale, quand il y a un premier mouvement, la possibilité de réplique, soit immédiate, soit à intervalles plus ou moins longs, existe. Donc en réalité, on aurait dû ne pas intervenir immédiatement et attendre d'abord. Mais si le gouvernement l'avait fait, on aurait fait un procès incroyable en disant que c'est la preuve de l'immobilisme. Mais justement, il a cédé à la pression. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on a une situation plus grave qu'elle ne l'aurait été si on avait été plus prudent, c'est-à-dire si on avait dit que le gouvernement a cédé à la pression. Mais bien sûr, que ça pouvait arriver. Le gouvernement a considéré que s'il ne bougeait pas, on allait lui faire le procès en immobilisme. Donc il s'est dit, il vaut mieux y aller. C'est d'autant que vous connaissez... Sachant ce qui pouvait arriver, docteur Rifoué? Je ne sais pas s'il savait. Je vous dis que moi, ce que j'ai appris, c'est que quand il y a un glissement de terrain, vous devez toujours craindre des répliques. Ça peut arriver immédiatement, c'est-à-dire quelques heures plus tard. Ça peut arriver plusieurs jours plus tard. Mais ce risque existe. Est-ce que vous l'avez bien évalué au moment où vous agissez? Je le dis simplement pour indiquer que moi, je fais attention au criticisme à tout craint. Non. Quand on est dans cette situation-là, parfois on fait preuve de bon sens, on peut se tromper, mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'on fasse en sorte de retrouver les corps des personnes qui sont englouties et d'avoir une réflexion générale. Parce que d'abord, c'est une route en épingle à cheveux et il y a des familles, des gens qui habitent là. Est-ce qu'il faut prendre sur soi de déplacer tous ceux qui habitent dans cette zone, parce qu'on a déjà eu une émission ici sur la question des changements climatiques et j'indiquais à cette occasion que le moment que nous sommes en train de vivre et ce qui semble exceptionnel aujourd'hui risque de devenir tout à fait ordinaire. Et donc on va avoir une amplification des risques de ce type de situation. Donc il faut réfléchir à long terme pour prendre des situations qui sont les meilleures pour protéger nos concitoyens. Donc, la question se pose de savoir s'il faut maintenir les habitants sur le flanc de cette colline-là, s'il faut même continuer à utiliser cette route-là pour le transport, notamment le transport avec les véhicules de transport en commun, parce que c'est une route... Et justement dire que ce n'est pas seulement les riverains qui sont victimes, mais il y a également ceux qui étaient... Voilà, ceux qui se déplacent. C'est une route, voilà, c'est une route en épingle à cheveux. Et quand vous êtes bloqué là, il n'est même pas possible, si vous avez un véhicule très important, vous ne pouvez pas faire des mouvements pour demi-tour. Donc vous êtes totalement bloqué. Donc il y a vraiment une réflexion à faire et contrairement à ce que Maître Ngefak pense, moi je pense que c'est une bonne chose que les universitaires, les collègues prennent sur eux d'aller sur le terrain, de mener des réflexions pour savoir ce qu'il faut faire. Voilà, pour savoir ce qu'il faut faire, mais ce qu'il faut faire à long terme. Parce que là, nous avons déjà un drame sur les bras. Il faut gérer cette situation, mais il faut avoir des solutions qui sont des solutions durables et qui protègent effectivement les populations, c'est-à-dire celles qui se déplacent pour aller à l'ouest, mais aussi celles qui sont installées sur ce flanc de colline et qui seraient menacées s'il continue à y avoir des glissements de terrain. Maître Chekali? C'est parfois navrant de se sentir dans la peau de Cassandre. Tout ce qu'on vous dira se résume en une chose. C'est une histoire d'incompétence absolue. Il y a eu un premier éboulement ou tout ce que vous voulez. La réaction n'a pas été appropriée. Parce que au lieu d'isoler le tronçon sinistré, on a laissé les gens se ruer dans le piège. Nous tous, nous avons vu ces vidéos sur les réseaux sociaux où les gens affluaient vers le lieu de l'éboulement. Alors qu'une bonne gestion de ce sinistre aurait voulu qu'on évacue les gens qui sont sur la zone. Et la circulation devait devenir en sens unique. Les civils devaient quitter la zone et les professionnels devaient y venir. Ça ne coûtait que les rubans, je ne sais pas comment vous appelez, qu'on utilise pour isoler la scène des crimes. Et on en arrive à ce stade parce que depuis longtemps, il y a un programme qu'on appelle l'organisation des secours en cas de catastrophe.
Je crois que ça avait été imaginé par le ministre Marafa Hamidou Yahya quand il était encore dans les grâces du régime. Concrètement, ça veut dire que chaque autorité administrative devait avoir un plan de secours de sa circonscription de compétences. Et quand il le fait, il l'envoie et on développe un budget qu'on lui donne. Ce budget reste à sa disposition, utilisable en cas de catastrophe. Ce qui s'est passé, on a fait le contraire. Pour ceux de préfets ou sous-préfets qui ont pris la peine d'écrire leur ORSEC, d'établir leur ORSEC, le plan ORSEC, ils ont envoyé à Yaoundé. Yaoundé a effectivement débloqué l'argent, mais l'argent a été gardé au niveau de Yaoundé, à la direction de la protection civile. De sorte qu'aujourd'hui... Il faut préciser que son budget c'est 6 milliards. 6 milliards, oui. Les 6 milliards auraient dû être répartis, auraient dû être déconcentrés. Autre chose, par exemple, le Corps national de sapeurs-pompiers, Marafa avait proposé qu'on détache ça et qu'on mette ça à la disposition de l'administration territoriale. Or, le choix de ceux qui nous gouvernent a été de maintenir le Corps national de sapeurs-pompiers dans le giron du MINDEF. Aujourd'hui, je vous assure, je suis de l'opposition, mais lorsqu'il y a une catastrophe naturelle, il m'est difficile de critiquer les autorités administratives, préfets, sous-préfets, gouverneurs, parce qu'ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas les moyens nécessaires pour venir en aide à ceux qui sont sinistrés. Du coup, lorsqu'il y a catastrophe, qu'est-ce qu'on fait? On affrète un avion. Comme lorsque le port de un pont a lâché à Maroua. On y dépêche 3 ou 4 ministres qui y vont en délégation. On réunit quelques gens, on plante les photos du chef de l'État et de son épouse, on pose quelques barils d'huile ou bidons d'huile, et puis on se met à circuler dans la ville à toute allure, dans des gros cylindrés. Je ne vous rappelle pas comment quelques ministres sont tombés dans le maillot à Maroua. On ne peut pas vivre chaque fois une catastrophe et dire que c'était la volonté de Dieu. La force de l'humanité est justement de tirer les leçons des drames passés. Mais nous, quand ça arrive, ils commencent à être conscients de leur incompétence, parce que désormais, quand il y a catastrophe, ils sont les premiers à sortir. Je dis ceux qui gouvernent. Ils nous envoient leurs meilleurs communicants pour nous dire non, ne critiquez pas. Les catastrophes arrivent partout, y compris même aux United States ou bien en Australie. C'est pas ça. La prise en charge, ça me fait mal. Vous parlez des chiens renifleurs. S'il y a des chiens renifleurs là, est-ce qu'on va les garder tous à Yaoundé? Je crois qu'on va les mettre dans les départements, dans les arrondissements. On va les former. S'il y a 500 chiens renifleurs à Yaoundé, bon Dieu, et qu'il y a éboulement à Mobile Guinness, parce qu'à Mobile Guinness, j'y étais. J'y étais avec mon confrère. Maître Patrick. Et sa sœur était sous les décombres. Je vous assure que ce jour, si le Corps national de sapeurs-pompiers avait des chiens renifleurs, j'aurais peut-être quitté la politique en disant non, je n'ai plus moralement le droit de critiquer ceux qui me gouvernent. Mais il n'y en avait pas. On creusait avec les outils rudimentaires exactement comme on creusait avec les pioches, les pelles, la daba. On faisait ça de façon artisanale, comme on voulait colmater la digue de Maga avec des sacs de terre. À quoi ça nous sert d'avoir de l'encrusé rutilant à Yaoundé si on ne peut pas avoir des pelleteuses ou des escaveuses là où il y a des catastrophes? Vraiment, nous ne critiquons pas parce qu'il faut critiquer, mais nous critiquons parce qu'en tant qu'être humain, chaque fois que quelqu'un meurt, nous en sommes aussi affectés. C'est aussi ça, la part de l'humain qui est en chacun de nous. Voilà, merci. Merci, cher monsieur, d'être venu. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. Merci, M. Ngifal. C'est passé très vite, c'est genre. Ouais. Alors qu'on avait dit. Merci à ceux qui nous regardent. Merci Raphaël Ndougo. Merci de nous avoir invités. Merci M. Chekali d'être venu. Merci que Dieu bénisse notre nation. Merci Dr Ifoué. Bonne soirée à ceux qui nous ont suivis. Voilà, bonne soirée également à ceux qui nous ont suivis. Ils étaient nombreux. On nous suit depuis Bangwa. Bonsoir.